Il se tenait là, au bord du précipice, non pas celui d'une falaise abrupte, mais celui, bien plus insidieux, de l'existence quotidienne. Un précipice fait de micro-agressions, de sarcasmes à peine voilés, de cette incessante cacophonie d'opinions, non sollicitées qui s'immiscent dans le sanctuaire fragile de l'esprit. Il sentait le poids, l'oppression sourde de cette lutte constante pour maintenir un semblant de contrôle, pour façonner une réalité qui, obstinément, refusait de se plier à ses désirs. Vous voyez parfaitement ce dont je parle. Ces réunions, interminables où chaque phrase semble calibrée pour tester les limites de la patience. Ces échanges de courriels où la condescendance se dissimule derrière un vernis de professionnalisme. Ces interactions sociales où l'on vous juge, vous évalue, vous dissèque du regard avant même que vous n'ayez eu le temps de prononcer un mot. Il avait passé des années à perfectionner son armure, à ériger des remparts contre ces assauts incessants. Il avait appris à anticiper les critiques, à désamorcer les conflits, à maîtriser l'art subtil de la diplomatie. Mais au fond de lui, une question lancinante persistait. À quel prix? À quel prix cette vigilance constante, cette dépense d'énergie colossale pour maintenir le statu quo, pour préserver une illusion de contrôle? Il observait les autres, ceux qui semblaient naviguer avec une aisance déconcertante dans ce tourbillon incessant. Ceux qui riaient aux blagues les plus fades, qui acquiesçaient aux opinions les plus simplistes, qui semblaient se fondre sans effort dans le moule préfabriqué de la conformité sociale. Était-ce là la clé du bonheur? L'abdication pure et simple de toute individualité, l'abandon de toute velléité de résistance? Il se souvenait de son enfance, de cette soif inextinguible de comprendre le monde, de cette curiosité insatiable qui le poussait à explorer les recoins les plus obscurs de la connaissance. Il avait dévoré des livres, posé des questions, cherché des réponses. Il avait cru, naïvement, que la vérité suffirait à le protéger des vicissitudes de l'existence. Mais la vérité, il l'avait découverte, était souvent amère, décevante, voire carrément cruelle. Le monde n'était pas un jardin d'Éden, peuplé d'âmes nobles et désintéressées. C'était une arène impitoyable où chacun luttait pour sa survie, où la compétition était féroce et les compromis inévitables. Il avait appris à composer avec cette réalité, à faire des concessions, à avaler sa fierté. Il avait gravi les échelons, acquis du pouvoir, amassé des biens. Il avait, en apparence, réussi, mais au fond de lui, il sentait un vide, un manque, une insatisfaction profonde. Il se sentait comme un acteur sur une scène immense, condamné à jouer un rôle qui ne lui correspondait pas. Il portait un masque de confiance, de compétence, de succès, mais derrière ce masque, il se sentait vulnérable, fragile, perdu. Il aspirait à une autre forme de liberté, une liberté intérieure, une liberté qui ne dépendrait pas des circonstances extérieures, des opinions des autres, des aléas de la vie. Il cherchait une ancre, un point d'appui, une philosophie qui lui permettrait de naviguer avec sérénité dans cette tempête perpétuelle. Il pressentait que la réponse se trouvait non pas dans la maîtrise du monde extérieur, mais dans la maîtrise de soi. Mais comment atteindre cet état de sagesse, cet équilibre intérieur tant convoité? Le chemin semblait long et ardu, semé d'embûches et d'illusions. Il avait entendu parler de la philosophie stoïcienne, de ces anciens Grecs qui avaient érigé la vertu en seul bien véritable, qui avaient prôné l'indifférence face aux vicissitudes de la fortune, qui avaient enseigné l'art de vivre en accord avec la nature. Il avait lu quelques fragments, quelques citations, mais sans jamais véritablement saisir la profondeur et la pertinence de cette sagesse millénaire. Il la considérait, peut-être à tort, comme une relique du passé, une curiosité intellectuelle, sans véritable application dans le monde moderne. Cependant, une étincelle s'était allumée. Un sentiment diffus, une intuition que peut-être, au-delà des mots et des concepts, se cachait une vérité essentielle, une voie vers la sérénité. Il décida d'approfondir le sujet, de se plonger dans les écrits des stoïciens, de s'imprégner de leur esprit. Il commença par Épictète, avec son manuel, un guide pratique pour une vie vertueuse. Puis il découvrit Marc Aurèle, l'empereur, philosophe, avec ses pensées, un journal intime d'une profondeur et d'une honnêteté bouleversantes.
Enfin, il se familiarisa avec Sénèque, le dramaturge et homme d'État, avec ses lettres, un condensé de sagesse et d'expérience. Or, imaginez un instant la force d'une digue face à la marée montante. Cette digue, c'est votre esprit, et la marée, ce sont les émotions qui menacent de vous submerger. Les stoïciens, en cela, ne prenaient pas la suppression des émotions, mais leur compréhension et leur gestion. Ils reconnaissaient leur existence, leur puissance, mais refusaient d'en être les esclaves. Bien au contraire, ils encourageaient à les observer avec détachement, à analyser leurs causes et leurs conséquences, à les replacer dans un contexte plus large. Dès lors, considérez comment cela s'applique lorsque vous êtes confronté à une critique injuste. Votre réaction instinctive est peut-être la colère, la frustration, le désir de vous défendre. Mais le stoïcien, lui, s'arrête un instant. Il se demande, cette critique est-elle fondée? Si oui, comment puis-je m'améliorer? Sinon, pourquoi me laisser affecter par l'opinion d'une personne qui se trompe? De fait, il transforme une source potentielle de stress en une opportunité de croissance. Par conséquent, il comprit que la clé ne résidait pas dans la suppression des désirs, mais dans leur réorientation. Il ne s'agissait pas de devenir insensible, apathique, mais de cultiver des désirs vertueux, des désirs qui contribuent à son propre bien-être et à celui des autres. Il apprit à distinguer ce qui dépendait de lui, ses pensées, ses actions, ses jugements, de ceux qui n'en dépendaient pas, les opinions des autres, les événements extérieurs, la fortune. Ceci étant dit, il concentra son énergie sur ce qu'il pouvait contrôler et accepta avec sérénité ce qu'il ne pouvait pas. Il commença à pratiquer la méditation, non pas comme une technique de relaxation, mais comme un exercice de pleine conscience, une manière d'observer ses pensées et ses émotions sans jugement, de les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Il apprit à vivre dans le moment présent, à savourer les petits plaisirs de la vie, à apprécier la beauté du monde qui l'entourait. En outre, il réalisa que la véritable richesse ne résidait pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la richesse intérieure, dans la force de son caractère, dans la clarté de son esprit. En tissant ensemble ces fils, apparemment disparates, une tapisserie complexe se révèle, où la recherche de la maîtrise de soi se profile comme un motif central. Loin de constituer une simple compilation d'astuces pratiques, elle s'avère être une invitation à une métamorphose profonde, une réévaluation fondamentale de notre rapport au monde et à nous-mêmes. Imaginez un navire, longtemps ballotté par les flots tumultueux des circonstances qui, enfin, trouve son cap grâce à une boussole intérieure fiable. Cette boussole, c'est la sagesse stoïcienne, un guide précieux pour naviguer avec sérénité dans l'océan parfois agité de l'existence. Reflétant sur ce chemin parcouru, on discerne une progression subtile, un mouvement graduel qui nous éloigne de la quête illusoire d'un contrôle absolu pour nous rapprocher d'une acceptation éclairée. Il ne s'agit pas d'un renoncement passif, mais d'une reconnaissance lucide des limites de notre pouvoir et d'une concentration délibérée sur ce qui relève de notre influence. C'est un peu comme un jardinier qui, au lieu de lutter contre les caprices de la nature, apprend à les comprendre et à les utiliser à son avantage. Dès lors, l'armure que l'on forgeait autrefois pour se protéger des agressions extérieures se transforme en une carapace intérieure, une résilience qui nous permet d'affronter les épreuves avec courage et détermination. Cette force ne provient pas d'une absence d'émotions, mais d'une capacité à les accueillir, à les observer, à les comprendre, sans se laisser submerger par leur intensité. Elle émane d'une conscience aiguë de notre propre vulnérabilité, une reconnaissance que la perfection est une chimère et que l'erreur est une occasion d'apprentissage. Ainsi, l'idée d'un bonheur contingent, dépendant des circonstances extérieures, cède la place à une conception plus robuste, plus ancrée dans notre être profond. Le bonheur ne devient plus une destination lointaine, un objectif à atteindre, mais un état d'esprit à cultiver, une attitude à adopter face aux défis de la vie. Il réside dans la capacité à trouver de la joie dans les choses simples, à apprécier le moment présent, à se connecter à la beauté du monde qui nous entoure. En somme, le stoïcisme se révèle être bien plus qu'une simple philosophie. C'est un art de vivre, une discipline quotidienne, un chemin vers la sagesse et la sérénité. Il nous invite à nous libérer des chaînes de nos désirs, de nos peurs,
de nos illusions, pour embrasser une existence plus authentique, plus significative, plus en accord avec notre véritable nature. Alors que nous approchons du terme de cette exploration, préparons-nous à accueillir une ultime réflexion, une invitation à l'action qui nous permettra de mettre en pratique les enseignements que nous avons découverts. Il ne s'agit point, en définitive, de se transformer en statue insensible aux aléas de l'existence, mais bien de devenir un phare, rayonnant d'une lumière intérieure inextinguible, capable de guider ses propres pas et, peut-être, d'éclairer le chemin de ceux qui se sentent égarés dans la nuit. La sagesse stoïcienne n'est pas un refuge où se terrer pour éviter les coups, mais une armure invisible, forgée dans l'acceptation et le discernement, qui permet d'affronter les tempêtes avec une sérénité nouvelle. Elle nous enseigne que le véritable pouvoir ne réside pas dans la capacité à contrôler le monde extérieur, illusion tenace et source inépuisable de frustration, mais dans la maîtrise de notre propre univers intérieur. C'est là, au plus profond de nous-mêmes, que se trouve la clé d'une existence plus riche, plus épanouissante, plus en accord avec nos valeurs les plus profondes. Il ne s'agit pas de nier la douleur, la tristesse, la colère, mais de les accueillir avec compassion, de les observer avec détachement, de comprendre leur message, puis de les laisser s'éloigner, comme des nuages passagers dans le ciel de notre conscience. Elle nous invite à repenser notre rapport au temps, à cesser de nous projeter sans cesse dans un futur hypothétique, à regretter sans cesse un passé révolu pour nous ancrer pleinement dans le moment présent. C'est là, dans l'ici et maintenant, que se trouve la véritable richesse de la vie, dans les petits plaisirs simples, dans les rencontres fortuites, dans la beauté du monde qui nous entoure. C'est là aussi que se trouve la possibilité d'agir, de créer, de transformer, de laisser notre empreinte sur le monde. Alors, que reste-t-il, une fois que l'on a dépouillé le stoïcisme de ses oripeaux philosophiques, de ses concepts abstraits, de ses références historiques? Il reste une invitation à la liberté, une promesse de sérénité, un chemin vers la sagesse. Il reste surtout une responsabilité, celle de prendre en main sa propre existence, de cultiver sa propre vertu, de devenir la meilleure version de soi-même. Le véritable exercice commence maintenant, non pas dans la lecture passive de ces mots, mais dans l'application concrète de ces principes dans le quotidien de votre vie, dans la manière dont vous réagissez aux contrariétés, dont vous affrontez les défis, dont vous traitez les autres, dans la conscience que chaque instant est une opportunité de grandir, d'apprendre, de devenir plus fort, plus sage, plus humain. Que la paix intérieure que vous recherchez devienne la boussole qui guide chacun de vos pas.